Bienvenue dans En cas de tracas, le podcast où l'on parle alimentation émotionnelle. Vous savez, c'est ce moment où après une journée stressante, vous ouvrez le placard et finissez un paquet de gâteaux. Alors pour mieux comprendre ce qui se passe, je vous propose d'explorer les liens complexes entre vos émotions, votre alimentation, votre corps et votre santé mentale. Dans ce podcast, vous découvrirez des récits touchants, des outils pratiques, des discussions enrichissantes pour vous aider à tisser une relation sereine avec la nourriture et avec vous-même. Votre alimentation est un langage. Apprenons à le décoder ensemble pour mieux vous comprendre. Et au fait, moi, c'est Julie Rojon, autrice du livre Libérez-vous de l'alimentation émotionnelle, thérapeute et formatrice. J'accompagne des personnes qui souhaitent transformer leur rapport à l'alimentation et forme des professionnels à intervenir sur ces thématiques. Maintenant, c'est parti, place à l'épisode. Il y a des histoires qu'on entend et qui nous traversent. Des histoires de corps marqués, des cœurs en apnée, des silences qui crient fort. Et parfois dans ces histoires, la nourriture devient un refuge, un rempart, un langage. Aujourd'hui, on parle de violence et d'alimentation émotionnelle. Pas pour faire des raccourcis, mais pour tisser des ponts, pour mieux comprendre comment ces deux mondes, celui des traumas et celui de l'assiette, peuvent s'entrelacer. J'ai le plaisir de recevoir Raphaël Girardot, président de l'association Allegria, qui accompagne des personnes ayant vécu des violences. Raphaël, j'ai eu la chance de te rencontrer dans le cadre d'une intervention que j'ai faite au sein de ton association pour parler justement d'alimentation émotionnelle. Et ce sont nos échanges qui m'ont donné envie de te recevoir aujourd'hui à ce micro. Et si j'ai souhaité t'entendre aujourd'hui, entendre ta voix, c'est parce que dans mon cabinet, le sujet des violences revient souvent. Des violences sexuelles, des viols, de l'inceste, des relations incestueuses, des violences psychologiques, émotionnelles, judiciaires, mais aussi économiques. Et c'est un constat empirique, mais il est devenu impossible à ignorer. Beaucoup de personnes qui souffrent de leur relation à l'alimentation ont vécu des traumatismes. Ils sont parfois identifiés, parfois enfouis, parfois nommés, et parfois encore tétanisés par le silence. Et ce que j'observe, c'est que dès qu'une émotion liée à ces blessures profondes refait surface, même de façon diffuse, la nourriture arrive comme un sédatif. C'est une manière de s'anesthésier, de finalement geler l'émotion. C'est comme un pompier intérieur qui vient éteindre l'incendie coûte que coûte. Et donc, naturellement, je ne pouvais plus continuer de parler alimentation émotionnelle sans parler de violence. Alors, bienvenue dans En cas de tracas. Prenez une grande inspiration, on y va. Alors, Raphaël, avant de rentrer dans le fond du sujet, j'aimerais qu'on commence par un point qui me semble essentiel. Ce sont les mots. Parce que les mots qu'on utilise peuvent soit ouvrir un espace d'écoute, soit refermer la porte. Et je me souviens que tu m'aies dit quelque chose qui m'a marqué. On n'utilise pas le mot abus, parce qu'on abuse du chocolat, mais pas d'un être humain. Alors pour ne pas faire d'impair, pour oser parler avec tact et sans tabou, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les termes à éviter et ce qu'on peut justement privilégier quand on parle à une personne qui a vécu des violences? Bonjour Julie, merci beaucoup de me recevoir et je suis ravie de participer à ce podcast qui est à mon sens essentiel et comme tu le dis si bien, l'alimentation peut devenir le petit pompier qui éteint le feu d'urgence, comme beaucoup de comportements suite au trauma et celui-ci est très important parce que très peu évoqué dans le domaine des violences. Pour répondre à ta première question, quels sont les mots? Alors, t'en as parlé, abuser, c'est totalement proscrit, étant donné que en fait, chaque mot employé, s'il est employé en ce qui concerne la violence, peut totalement minimiser les faits. Ou alors peut placer la personne victime au centre de quelque chose qu'elle n'a pas engagé, mais qu'elle a subi. Là, tu viens de m'entendre dire personne victime et pas victime tout court. Parce que chez nous, chez Allegria, on parle de personne victime parce qu'avant toute chose, c'est une personne. Ça n'est pas juste une victime. La casquette victime est importante à un moment T et ensuite, il faut en sortir. Ça, c'est essentiel et ça permet de réhumaniser la personne. Ensuite, il y a des termes qu'on déteste, genre attouchement, que l'on trouve beaucoup trop minime, beaucoup trop ridicule par rapport aux faits et par rapport aux conséquences psychiques et émotionnelles, voire corporelles. Ensuite, on apprend avec les personnes victimes à employer les bons mots au bon moment, avec les bonnes phrases. C'est-à-dire, une personne victime, lorsqu'elle va parler de son histoire, va dire « j'ai été abusée ». Voilà. Alors, j'ai été abusée, ça ne veut strictement rien dire. Et il y a une
double faute, entre guillemets, inconsciente, c'est abuser et je. Si on dit je, ça veut dire inconsciemment, on se responsabilise de la situation. Donc, on leur réapprend petit à petit à se replacer dans leur histoire et à ne plus dire je quelque chose, idéalement agressé, idéalement violé, enfin en tout cas employer le bon terme. On leur apprend à dire X m'a fait subir ça. X m'a violé. X m'a voilà. Le fait de mettre X en premier lui redonne sa place dans l'histoire et nous replace dans la nôtre. C'est essentiel. Ça paraît minime comme ça, mais quand une personne victime le prononce pour de vrai, il y a une sorte de déclic qui se fait dans sa tête. Voilà. Après, je suis partisane d'employer les vrais mots: viol, inceste, agression, pénétration, enfin des mots qui peuvent faire peur, mais en réalité, c'est la réalité, pour être clair. On parle bien d'un bras, on parle bien des cheveux, on parle d'amputation, on peut parler de cancer, on peut parler de maladies gravissimes. On emploie les termes parce que c'est réel. Pourquoi dans ce domaine-là, il faudrait mettre des petites fleurs sur les mots employés? Parce que c'est trop difficile dans la conscience collective? C'est une vraie question. Donc le grand conseil finalement, c'est de ne pas minimiser et d'appeler un chat et d'apprendre à se décentrer. Je ne suis pas victime, ça ne fait pas partie de mon identité, d'apprendre à m'en défaire, pour que ce soit un événement qui ait fait partie de ma vie, mais qui ne me définit pas, si j'ai bien entendu. Alors oui et non, ça définit ce qu'on est aujourd'hui. Néanmoins, cette casquette de victime qui est lourde de sens au niveau de la société, c'est plutôt une histoire de société et de la manière dont la société peut voir les victimes, peut les regarder. Dans l'imaginaire collectif, une victime, je ne dis pas personne victime, je dis juste victime là, c'est quelqu'un qui est soit totalement exubérant, soit totalement renfermé, qui a forcément des sujets, qui a forcément des choses très très compliquées dans sa vie que la personne ne dépasse pas. Il y a vraiment des choses qui rendent la victime incapable d'une manière ou d'une autre. En réalité, une personne victime, c'est quelqu'un d'extraordinairement puissant et fort parce que elle est arrivée jusque-là malgré ce qu'elle a subi, cette personne. Pour se détacher du trauma, plutôt des conséquences traumatiques, il faut effectivement à un moment accepter d'être dans cette case. C'est très important. Et nous, on appelle ça des cases. Donc, il faut accepter dans cette case pour se réapproprier sa place et puis pour faire partie du jeu de la société qui fait que bon, tu as vécu ça, donc tu es victime. C'est important de faire partie d'un tout. Mais après, il faut être capable d'en sortir. Donc, j'ai vécu ça. Ça me fait sentir tout ça. Ça me fait avoir tel comportement dans mon quotidien que parfois je traduis, parfois je ne traduis pas, mais majoritairement, c'est en lien avec les agressions. Et puis après, je vais en sortir. Et de cette sortie, de cette case victime, je vais en puiser certains pouvoirs nouveaux, certaines compréhensions humaines profondes nouvelles. Donc, en réalité, ça nous définit, mais on en fait ce qu'on en veut derrière, une fois qu'on a passé cette case victime. Bien sûr, Voilà. et ça fait forcément partie de notre vie et de notre chemin de vie. Absolument. Les cicatrices restent parce qu'on ne guérit pas des violences. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, moi dans mon cabinet, je constate que très souvent, la nourriture devient un outil de survie chez ces personnes qui ont vécu des violences, qui ont des cicatrices, qui sont encore ouvertes, qui sont en train de cicatriser. Et concrètement, dès qu'une émotion qui est liée à un trauma refait surface dans le quotidien, alors je sais pas, ça peut être la colère, la honte, la dissociation, il y en a plein d'autres, eh bien la nourriture vient éteindre ces ressentis de manière généralement inconsciente. Et c'est à ce moment-là, me semble-t-il, une question de survie pour la personne. C'est-à-dire que la stratégie d'adaptation qui est d'aller chercher la nourriture, à ce moment-là, est souhaitable parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Et on parle souvent de stratégie dysfonctionnelle quand on va chercher de la nourriture et que derrière ça nous fait souffrir. C'est vrai, c'est dysfonctionnel puisque derrière ça génère de la souffrance, mais en réalité, si on rembobine, à l'instant T, c'est adapté puisque ça nous permet de survivre et de ne pas revivre le traumatisme qu'on a vécu.
De ton côté, de ton point de vue, est-ce que tu observes aussi, et je crois que oui puisque tu l'as évoqué tout à l'heure, ce lien entre trauma et alimentation émotionnelle? D'ailleurs, on parle alimentation, mais finalement, eh bien, la compensation, elle pourrait se faire avec d'autres substances. Absolument. Oui, oui, ça peut se faire avec d'autres substances et avec d'autres modes de fonctionnement qui sont pas forcément avec des substances, mais qui peuvent être particuliers et faire souffrir. Je pense au sport, par exemple, qui peut être quelque chose de trop, par exemple, ou alors une pression qui fait que, voilà, on s'interdit, on fait trop, voilà. Effectivement, quand une personne, victime vient à nous, la première chose qu'on remarque et c'est pour ça que le parcours a été créé, c'est que le lien aux émotions, il est totalement éteint, silencié. Inconsciemment, l'émotion, elle est bloquée, elle est interdite. Le psychique est là, le ressenti n'existe plus. Pour continuer à ressentir, ces personnes, elles mettent en place des stratégies, qui permettent de continuer à se sentir en quelque sorte vivant, vivante. La nourriture, en fait partie et il s'est avéré que j'ai fait appel à toi l'année dernière parce que, c'est comme s'il y avait eu une vague de personnes dans l'association qui parlaient nourriture. Mais elles en parlaient pas dans, comment dire? Elles n'en parlaient ni dans la honte, ni dans la, culpabilité, elles en parlaient comme d'une espèce de besoin vital à un moment de manger quelque chose, pas forcément qu'elles aiment, mais qui était nécessaire pour apaiser une émotion qu'elles n'arrivaient pas à contrôler. Une émotion qui, somme toute, avait un rapport avec le quotidien et pas forcément avec, le vécu. Mais on sait à quel point les tentacules du trauma se logent absolument partout. Et à force de réfléchir à ça, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait pas forcément de, comportement, de mise en danger avec la nourriture dans la majorité des cas, mais il y avait cette idée de: «Je vais manger quelque chose», c'est comme si d'un coup j'avais un câlin réconfortant qui me permettait de redescendre. Je le Mmh. compare aussi, ça pourrait être comparé, je sais pas, à des exercices ressources qu'on fait pour revenir dans le présent à Mmh. l'instant, voilà. Et en l'occurrence, l'émotion qui ne peut pas se traduire parce qu'elle est interdite, il faut qu'elle ressorte. Une émotion, c'est bien son rôle. Elle est là un moment, elle exprime une information, puis elle s'en va. Voilà. Et ben pour qu'elle s'en va, il faut le matérialiser. Et il y a des personnes qui matérialisent ça par la nourriture. Mmh. Parce que ça a un Voilà, effet sédatif, absolument. anesthésiant et pour le coup, elle s'en va pas l'émotion. Elle reste tapissée, mais elle est derrière la porte et peut-être qu'elle accueille de nouveaux amis et qu'à un moment donné, il y a beaucoup de personnes qui se bousculent derrière la porte et que du coup, Exactement. on a encore plus besoin de cet effet sédatif et anesthésiant. Et comment, ce rapport à la nourriture, tu ce lien entre trauma et nourriture, de ton point de vue, dans le parcours des personnes que tu accompagnes, comment est-ce que tu peux l'expliquer? Là, que tu aies eu une vague, typiquement de personnes qui, se dirigeaient vers la nourriture. Je saurais pas te dire comment et quelle vague, mais quand on aborde certaines séances du parcours et en particulier une séance qui s'appelle la séance miroir où on leur demande de, peut-être pour la première fois de leur vie, se regarder, pas se voir, mais se regarder, s'observer, se décrire physiquement, puis après, en général, elles détestent ça, les personnes, se faire un compliment physique et se faire un compliment sur un état d'être. Là, il y a un blocage énorme et systématique de: je m'interdis de me regarder, mon corps, mon enveloppe et ce qui constitue la personne que je suis n'est pas regardable, n'est pas acceptable. Quand on en arrive à là, on se dit: le corps est complètement mis de côté et en ressort une émotion incontrôlable de dégoût. Et ce dégoût-là, l'année dernière, pourquoi l'année dernière, je ne sais pas, a mené à des discussions qui sont parties complètement, hors, du sujet de la séance, mais c'est tout l'intérêt du parcours, c'est de pouvoir dévier et ça, c'est chouette, sur, bah, il faut que j'aille me chercher un truc à manger avant de faire, l'exercice. Ah bah, attends, là, voilà, je vais reboire encore un peu, mon jus et puis, en fait, on s'est aperçu que, au moment d'un stress intense, demander sur un truc qui les concerne profondément, voilà, ça concerne pas l'histoire de leur vécu ni rien, ça les concerne elles. Mmh, c'est une Eh histoire bien là, d'intimité. c'est ça, c'est l'intimité et à ce moment-là, on s'est aperçu que pouf, je vais prendre un chewing-gum, je vais manger un truc, parce que j'ai besoin de compenser cette insécurité que je vis là, de moi à moi. Mmh. Voilà et c'est né comme ça, l'idée de
mais mince alors, la nourriture a vraiment un rôle à jouer. Et je me souviens aussi d'une autre fois, mais il y a bien plus longtemps, où on avait un groupe en présence et en l'occurrence, il y avait des personnes qui avaient apporté plein de trucs à manger. Bon, pour vivre la séance de manière pleine de bonbons. Bon, soit, j'ai dit: «Bah, OK, pas de problème» et dans le lot, il y a une personne qui a dit: «Moi, ça me dérange énormément. Ça me dérange, ça me met en insécurité, je ne peux pas me concentrer sur ce que je suis en train de faire parce qu'il y a de la nourriture et du coup, j'ai un énorme sentiment de culpabilité qui arrive. Parce que si je commence à manger quelque chose, là, je vais m'enfouir là-dedans et je ne réussirai pas à en sortir». À ce moment-là, j'étais pas encore assez consciente du sujet, mais c'est vrai que ça m'avait marquée et la personne m'avait dit, «J'aurais bien aimé que, elle demande avant d'apporter de la nourriture, les autres». Alors ça s'est soldé par une discussion et après beaucoup de bienveillance, mais sur le moment, je m'étais dit: «Comment est-ce que ça peut autant heurter?» Et en fait, je me suis aperçue que ces troubles du comportement alimentaire émotionnel, ils amènent tellement la culpabilité, la honte et l'incompréhension que l'accepter en société, ça devient quelque chose d'impossible presque. Ouais et presque de tabou et C'est ce que ça. je crois entendre dans le discours de cette personne, c'est finalement s'il y a de la nourriture, je vais aussi, m'enfouir émotionnellement et au niveau cognitif, dans la nourriture et c'est une stratégie d'évitement qui m'empêchera d'aller C'est ça. voir, c'est l'arbre un peu qui cache, la forêt et je pourrais pas, aller à l'essentiel et ce sujet des troubles des conduites alimentaires, de l'alimentation émotionnelle, c'est vrai qu'il est aussi de plus en plus médiatisé. Je fais le lien avec le fait que tu en entendes, davantage parler depuis un an. Est-ce que les langues, se délient parce qu'on en entend, de plus en plus parler sur la place publique? Alors bon, moi j'ai un filtre qui est, somme toute biaisé puisque c'est mon activité, principale, mais c'est aussi une éventualité. Complètement, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est un sujet qui est encore extrêmement tabou, enfin, tu le sais beaucoup mieux que moi, bien sûr, mais à la fois, comme les langues se délient sur le sujet des violences, sur le sujet des conséquences, je vois que de plus en plus les personnes sont informées sur ce que tu appelles des comportements dysfonctionnants et ça en fait partie et heu, c'est toujours tabou, mais comme ils sont évoqués publiquement par plusieurs personnes, qu'on peut aussi en voir un petit peu dans les vidéos ou dans des choses comme ça, forcément ça fait dire: «Bah, moi aussi» et le «moi Mmh, aussi», ça permet d'être dans un groupe et ce groupe, il rassure. Je ne bien suis plus toute sûr. seule à avoir ça et à ne pas comprendre pourquoi. Je suppose que c'est ça, je sais pas. Et on sort du silence et moi j'ai souvent justement cette image, en tête, ce qu'une personne mange eh bien c'est parfois du silence puisque j'ai un traumatisme qui vient de manière inconsciente, qui se réveille, via une émotion et puis je vais manger, je vais avoir encore une fois cet effet sédatif, via, la nourriture et elle mange à ce moment-là le silence de ce qu'elle a vécu, un silence qu'on peut lui imposer, que la société peut lui imposer, un silence aussi qu'elle s'impose à elle-même. Est-ce que toi, tu peux nous parler de la place du non-dit, du secret dans le rapport au corps et dans le rapport à la nourriture? Et je le Mmh. lis finalement au sujet d'entrée, c'est appeler un chat un chat. Dans la société dans laquelle on vit, on ne parle pas de pénétration, on ne parle pas forcément de viol. On utilise un langage qui est un peu détourné, il y a un peu de non-dit, il y a un peu de secret. Quel est le poids de tout ça? Mais le poids de tout ça, il est énorme, mais c'est au-delà du secret. C'est-à-dire que dans la majorité des cas, les agressions sont précédées de manipulation. Et cette manipulation psychologique, elle est telle que le cerveau se transforme et n'agit que sur ce qu'on appelle chez nous la mémoire sur le qui-vive. Et cette mémoire sur le qui-vive, elle interdit tout. Elle interdit de réfléchir par soi-même, elle interdit de s'exprimer, elle interdit de communiquer avec ses proches, dans le cas où les proches sont des personnes bienveillantes, ce qui n'est pas toujours le cas évidemment. Et en l'occurrence, eh bien, le seul moyen de pouvoir continuer, c'est de rester dans le silence parce que si jamais je m'exprime, je sors de cette manipulation. Cette manipulation est devenue ma zone de confort parce que c'est ce que je connais. C'est comme ça que j'ai réappris ou appris à vivre, appris à «ressentir» entre guillemets et donc mon seul moyen, c'est de me taire puisque je ne peux pas être comprise par les autres. Puisque moi-même, je ne suis pas en capacité de réfléchir puisque quelqu'un me demande de réfléchir. C'est vraiment une conséquence des actes qui ont été subis. Évidemment, ce silence ne peut pas durer ad vitam aeternam et en l'occurrence, il faut qu'il y ait un moyen d'expression. Et le moyen d'expression, ça peut être la nourriture, ça peut être d'autres choses, mais dans le cas de ce podcast-là, la nourriture est un réel moyen d'expression
mais de soi à soi. Et en général, et ça, je pense que tu es totalement OK avec moi, quand on a ces comportements dysfonctionnants avec la nourriture, on le fait pas devant tout le monde. Non. Et ça Mmh. participe totalement à cette façon d'être dans le secret qui est tout comme, heu, ne pas oser révéler que, on est en colère. Ne pas oser révéler qu'on a envie d'exprimer sa colère, qui est une émotion extrêmement difficile pour les personnes victimes. La colère, c'est très compliqué. On va souvent être dans la culpabilité, dans la honte. En revanche, s'autoriser à la colère, c'est très dur. Donc, au lieu de le montrer, parce qu'on n'a pas le droit, eh ben, on agit autrement, on se resécurise, on s'anesthésie. Mais en fait, l'anesthésie, c'est une resécurité, voilà, quand on Mmh. réfléchit avec la mémoire sur le qui-vive. Et en fait, on se resécurise dans un comportement qui nous fait du mal, mais ce mal, c'est la seule chose qu'on connaît, Bien puisque c'est sûr. comme Mmh. ça qu'on a réappris. Donc en fait, ça fait une espèce de cercle vicieux, comme ça, dans lequel on s'enferme et qui ensuite grossit jusqu'à ce qu'on s'autorise enfin à en sortir. Et pour ça, je ne peux qu'évoquer la puissance de l'effet de groupe, qui est essentiel pour dire ah oui, toi tu fais ça, moi aussi, je suis pas toute seule. Et Mmh. le Il je y a suis un pas toute seule, ça, soulagement. ah ouais, c'est énorme. Mmh. Voilà. Et un soulagement, une compréhension qu'on peut aussi un peu avoir, en finalement en thérapie de quelqu'un qui comprend profondément ce qu'on est en train de vivre. Et ce que j'entends dans ton discours, c'est finalement la nourriture, elle nous permet dans des moments, difficiles de garder le silence, mais de manger son silence tout en se recréant un cocon Oui, qui est sécurisant comme tu le c'est disais. ça. Ça génère de la souffrance et finalement cette souffrance, c'est tout ce qu'on a connu, donc on est enfermé dans ce cercle-là. Mais à ce moment-là, eh bien, c'est un moment où je vais taire mes émotions en sécurité puisque comme tu le dis, quand on mange, de façon, pulsionnelle, c'est bien souvent, seul, à l'abri des regards, même si parfois on peut pas se retenir et que ça peut Mmh. se faire à l'extérieur. En tout cas, à ce moment-là, je vais, renforcer la sécurité intérieure que je n'ai pas eue. Et finalement, on parlait du fait que ça, je le fais seule, les autres ne le voient pas, mais au bout d'un moment, les gens peuvent le percevoir parce que si ces Ouais. pulsions sont importantes et que derrière, il n'y a pas de mesures compensatoires type vomissements, laxatifs, excès de sport, de régime, eh bien, ça va s'inscrire sur notre corps. Notre corps, il peut changer. C'est pas le cas de tout le monde, mais ce corps qui change peut être aussi un corps de protection, ça peut être un appel à l'aide. Je pense notamment au témoignage d'Anna Roy, qui a écrit un ouvrage, je crois qu'il s'appelle Grosse, je sais plus comment il s'appelle exactement son livre, mais qui témoigne des violences qu'elle a, vécues et puis de finalement tout le retentissement que ça a eu sur son alimentation et sur son corps. Donc pour moi, les traumatismes peuvent aussi s'inscrire sur le corps. D'après toi, comment une personne peut se réapproprier son corps quand il a été le lieu d'une violence? Et là, on va plus parler des violences physiques que des Mmh. violences psychiques et émotionnelles, quoique. Bah, l'un est souvent lié avec l'autre, Mmh. cela dit. Mais effectivement, et je suis ravie que tu l'introduises comme ça, heu, il ne peut pas y avoir de rémission de ces actes subis si on ne prend pas en compte l'entièreté de la personne. Le psychique, certes, mais les émotions et des émotions dans le corps et le corps dans les émotions. Le corps exprime tout ce que le cœur et l'esprit n'arrivent pas à prononcer. Le corps est donc, comment dire? Le traducteur. Pour en arriver à ce que le corps devienne le traducteur et qu'on le comprenne nous-mêmes, c'est un travail de longue haleine parce que ce corps devient notre ennemi. C'est notre ennemi juré. C'est celui qui a tout senti, tout subi. Et en fait, dans la tête d'une personne victime, ce corps est un ennemi. Donc, soit, effectivement, il y a une prise de poids parce que c'est une sécurité supplémentaire pour ne plus jamais être vu. Voilà. Mmh. Ou alors, c'est tout l'inverse pour s'effacer. Il peut y avoir ça aussi. Sauf que ce corps, il exprime beaucoup de choses. Je compare très, très souvent les violences à, les conséquences des violences aux conséquences d'une amputation, par exemple. On entend tout le temps parler de, vous savez, tu sais, la douleur fantôme des membres qui ont été Mmh. amputés, voilà. On la valorise, cette douleur fantôme, les médecins la valorisent, ils la quantifient, enfin, il y a vraiment quelque chose, quoi. Et ben, c'est exactement la même chose dans le cadre des violences. C'est-à-dire que même si il y a pas de traces, plus de traces, c'est fini depuis 15, 20, 30 ans, le corps, lui, il se souvient d'absolument tout.
Mais absolument tout. Plusieurs fois, parce qu'avant je travaillais, avec des ostéopathes et en l'occurrence, je demande aux personnes victimes de temps en temps de passer le bulbe des doigts sur le tibia. Et en passant la bulbe des doigts sur le tibia, tu vas sentir plein d'aspérités, plein de trucs comme ça. En fait, ça, c'est tous les coups que tu t'es pris, le coin d'une table, le machin, le truc. En fait, ça reste. Tout reste. Et ce corps, c'est une machine extraordinaire qu'il fait toujours de son mieux pour te protéger. Tu as mal au dos? Oui, mais s'il travaillait pas pour toi, tu aurais encore plus mal au dos. Tu manges et tu prends du poids? Oui, mais s'il travaillait pas, tu pourrais en plus avoir des gros problèmes de santé avec toutes ces choses que tu manges. Donc en fait, petit à petit, ce corps, l'objectif, c'est d'en faire un allié et de comprendre que cette enveloppe corporelle, c'est notre vaisseau qui nous a fait naître, qui a subi tout ça, mais qui a fait que on est resté vivant par des stratégies multiples, voilà, de blocage de respiration. La respiration est quelque chose de très difficile pour les personnes victimes, de respiration, etc. On parle de sidération, on parle de tout ça, bien sûr, mais le corps, c'est l'acteur de tout ça. La sidération, elle ne serait pas possible si le corps n'agissait pas pour ça. Le blocage, tout ça. Et donc, j'ai perdu le fil de ta question, donc je ne sais plus. Mais tu l'as assez bien suivi, puisque ma question c'était comment est-ce que une personne qui a été victime peut se réapproprier son corps. Ouais. Et ce que j'entends, c'est qu'en fait, c'est un processus qui prend du temps, puisque le corps, il a cristallisé tout ce qu'on a vécu. C'est Et ça. tu le disais bien tout à l'heure, l'exercice de se regarder devant un miroir, de se complimenter, est extrêmement difficile, puisque ça génère du dégoût. Donc j'imagine que la façon de se réapproprier ce corps, eh bien, c'est peut-être du temps, de la bienveillance, de l'acceptation, et qu'il sera toujours marqué. Oui. Ce corps, il sera toujours marqué, mais à mon sens, on ne peut pas se réapproprier son corps, c'est-à-dire se le réapproprier, plutôt l'accepter et commencer à l'aimer, en tout cas en faire notre partenaire de vie, parce que c'est exactement ça, si on n'a pas été voir nos émotions. C'est-à-dire que les émotions vont traduire des états du corps et le corps va traduire des états des émotions. Et en l'occurrence, l'un ne va pas sans l'autre. Et j'en suis intimement convaincue. C'est-à-dire que, regarde, en fait, il y a tellement comment dire, tellement d'expressions françaises qui sont en lien entre les émotions et le corps. Te mets pas la rate au courbouillon. La rate, hein, tu vois, je sais pas, on pourrait en citer plein. La peur au ventre. Il y en a des centaines. Et en fait, c'est indissociable. C'est-à-dire qu'on peut pas juste travailler le corps. Et on peut pas juste travailler les émotions. À partir du moment où tu travailles les émotions, tu travailles le corps. Et c'est petit à petit. Et il faut bien se rappeler quelque chose d'essentiel, c'est que chacun a son temps psychique et son temps émotionnel. Et l'une des choses qu'on remarque le plus chez les personnes victimes, c'est l'impatience. L'impatience parce que ça fait 20 ans qu'elles bossent, parce que là, elles ont commencé le parcours depuis 4 séances, qu'elles sont toujours bloquées, que tout ça. Mais en réalité, chaque personne a son temps. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que plus tu vas vouloir creuser, plus tu vas vouloir forcer, plus tu vas vouloir comprendre, eh ben moi, tu vas y arriver. Parce que du coup, tu lâches pas. Et au moment où tu acceptes que tu comprends pas ton corps et tu comprends pas tes émotions, mais tu acceptes qu'elles soient là, c'est à ce moment-là que ça va lâcher. Accepter que j'ai ce trouble alimentaire émotionnel, juste l'accepter sans le comprendre, eh ben, ça le rend vivant. Et donc, si ça le rend vivant, ça le lève d'une certaine manière. C'est-à-dire que il est opérationnel pour quelque chose. J'accepte que j'ai cet état-là, cet état d'être là, pour une raison. Je ne peux pas encore mêler les deux, mais c'est là. Mieux vaut accepter, à mon sens, que de sans arrêt se mettre Être dans bugne à bugne. l'affrontement. Exactement. Je fais le pont avec ces personnes qui vivent des grosses amnésies traumatiques et qui disent je veux comprendre, je veux comprendre, je veux comprendre, je veux comprendre, je veux savoir, je veux savoir. Plus tu vas chercher, moins tu vas trouver. Jusqu'à ce que tu acceptes que tu pourras jamais tout savoir parce que ton cerveau fait de son mieux pour te protéger aussi, qu'en l'occurrence peut-être que tu auras jamais toutes les infos. Et en n'ayant pas toutes les infos, en l'acceptant, il y en a qui vont se lever. Donc finalement, le tremplin pour se réapproprier, aimer, apprendre à vivre avec son corps, comme tu le disais, en partenaire de vie,
première étape, c'est finalement l'acceptation. Peut-être que la deuxième étape, c'est le temps, comme tu disais, la temporalité. On a toutes et tous une temporalité différente. Et un des freins à t'entendre pourrait être l'impatience, qu'on peut en même temps comprendre quand il y a Complètement. énormément de souffrance, mais pouvoir en tout cas prendre de la distance avec cette impatience ou accepter le fait qu'on est impatient. Absolument. Et quelles seraient pour toi les étapes et les ressources que tu observes dans cette reconstruction? OK. La toute première chose, c'est l'appel découverte où les personnes, te disent, «Ben, moi j'ai vécu ça, je suis désolée parce que du coup j'arrive pas à comprendre ci, puis j'arrive pas à faire ça» et cetera. Et et c'est particulier parce que moi je ressens ça et cetera. 1re chose, c'est vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de personnes qui vivent exactement la même chose que vous, quand bien même le récit n'est pas le même, les conséquences sont plus ou moins les mêmes. Donc dans la première séance, la première étape, c'est la prise de conscience que je ne suis plus seule Mmh. et que ce que je traverse, peu importe l'histoire de mon voisin, ma voisine, eh bien l'autre le comprend dans les silences, dans les fous rires mal placés, enfin mal placés selon les autres, et dans les incompréhensions. Donc il y a vraiment cette étape de OK, à partir de maintenant, je peux parler, personne ne va être choqué ou personne ne va ne pas comprendre. Très important. Ensuite, ce qu'on remarque qui est quasi systématique, c'est ce manque de limite pour soi-même. C'est-à-dire que la personne va en priorité prioriser l'autre, toujours. L'égoïsme sain n'existe pas. La capacité à dire non est quasi nulle. Parce que si je dis non, je ne vais pas coller à l'attente de l'autre. Et comme moi, je suis faite uniquement pour coller à l'attente de l'autre, eh bien, je dois remplir. Donc, je dois dire oui, quelle que soit la situation. Voilà. L'apprentissage des limites, en tout cas, la prise de conscience que les limites sont d'abord une sécurité pour soi, ça fait une espèce d'électrochoc. C'est-à-dire que, en fait, je peux me prioriser. J'ai le droit de me prioriser. Voilà. Et de poser mes limites, et je fais le lien avec l'alimentation, de me poser des limites via l'alimentation et de pas chercher nécessairement des limites corporelles avec le poids de Absolument, l'alimentation. absolument, absolument. Et ensuite, il y a cet apprentissage de rencontre à soi dont je te parlais tout à l'heure avec l'exercice du miroir, qui est d'une violence inouïe pour les personnes parce que voilà, c'est ce que je te dis, c'est la première fois peut-être que l'esprit va rencontrer l'enveloppe Mmh. et s'autoriser à se dire bonjour. Donc c'est extrêmement violent parce que plus on est dans la douceur, plus c'est violent parce que les personnes ont vécu dans la violence et dans les conséquences de la violence. Donc il y a pratiquement que ça qu'elles connaissent. La douceur est vraiment très difficile, c'est inconnu. Voilà. Donc on en est là et on se rend compte que les personnes sont extrêmement dures avec elles-mêmes. Mais même dans une simple description physique. C'est pas, j'ai les cheveux courts et bah, j'ai la peau encore un peu bronzée. C'est, «Oh là là, j'ai des cernes sous les yeux, tu as vu mon gros nez?» C'est vraiment comme ça. C'est-à-dire, je ne vais pas me faire de compliments. Je n'ai pas le droit de me faire de compliments, c'est interdit. Voilà. Mmh. Donc quand on leur demande de se faire un compliment, en général, c'est très, très difficile. Et se regarder, juste se regarder, très dur. Mmh. Et puis ensuite, une fois qu'elles ont dépassé ça, alors il y en a qui vont, se mettre à se faire des compliments tous les matins dans le miroir, parce qu'elles en font un peu comme un training, tu vois? Un peu de sport, voilà. Elles le font pour leur cœur, en fait. Et puis petit à petit, elles vont basculer dans: «OK, là, je prends conscience que mon corps a été touché, que mon cœur est meurtri, que mon esprit est bloqué et que donc je continue de subir la manipulation qui m'a amené à». Donc je continue à subir les violences d'une certaine manière, plus physique, mais que l'empreinte est là. Voilà. C'est à ce moment-là, en général, que la personne rentre dans la case victime. Elle se rend compte de là où se loge le truc, c'est-à-dire tout. Tout dans le quotidien. Voilà. Et puis, petit à petit, on va arriver à parler, eh bien, de l'agresseur ou l'agresseuse. Et en l'occurrence, ça, c'est très difficile parce que on va rendre humain l'agresseur ou l'agresseuse. Séance extrêmement difficile parce que
dans la tête des personnes. Rendre humain, ça veut dire excuser, ça veut dire je ne sais pas. Pas du tout. Ça veut simplement dire le remettre à sa place. C'est pas une entité qui plane au-dessus et qui est inattrapable, qui est là, qui souffle, qui susurre des trucs. Non, c'est un être humain. Et cet être humain-là, si on le remet au rang d'être humain, ben on peut l'attraper. Si la personne est décédée, ça change rien. En fait, c'est changer la place des protagonistes, remettre au même niveau les personnes en termes de droits et de devoirs. Et ça change beaucoup, beaucoup la situation. Je me suis inspirée, je sais qu'il y en a de personnes qui vont râler, de la justice restaurative, que je trouve être quelque chose de très, très intéressant. Voilà, pour replacer l'humain au cœur des situations. Certaines sont pour, d'autres sont contre. Je suis pour et je le dis ouvertement. Et une fois qu'en fait on a permis cette réhumanisation, la personne commence à reprendre son pouvoir. C'est-à-dire, elle va commencer à se replacer dans sa propre vie. Et en se replaçant dans sa propre vie, c'est là qu'elle va commencer à prendre conscience de ces états dysfonctionnants, comme l'alimentation, et de se dire, OK, j'ai mis tout ça en place parce que j'ai fait de mon mieux pour survivre et tel comportement m'ont permis d'arriver jusque-là. Donc, ça devient plus autant quelque chose de tabou. Ça devient une aide d'urgence dont on parlait tout à l'heure. Ensuite de ça, il y a une séance sur l'agression. Donc, on parle vraiment en termes de physique, de pièces, de souvenirs qui popent comme ça dans la tête, etc. C'est pareil, on se replace dans la pièce, on se replace dans les situations, on se replace dans qu'est-ce que l'agression aujourd'hui garde sur moi, où est-ce que sur ma peau ça se loge, où est-ce que à l'intérieur de moi, dans mon ventre, voilà. Et les cicatrices, elles peuvent se placer à n'importe quel endroit. Et là aussi, l'alimentation joue, c'est-à-dire que il n'y a pas de cicatrice visible, mais moi, j'ai besoin de manger ça parce que comme ça, ma bouche, elle est close, mon ventre se remplit, je ne suis plus vide, il y a quelque chose qui vient, j'en ai besoin, voilà. Je peux la comparer aussi avec des comportements sexuels traumatiques. Parce qu'après, on passe sur deux séances sur la sexualité et on peut vraiment faire un pont entre l'alimentation et la sexualité qui est en action après des violences. Où on va avoir des comportements qu'on ne comprend pas, surtout qu'on n'assume pas. Nourriture, sexualité sont deux sujets, je trouve que vraiment sont difficiles à assumer. Donc je les compare beaucoup et en l'occurrence, je vais avoir des comportements sexuels que je n'explique pas parce que ils sont pas comme on voit dans les films. Je n'en parle pas, ça me fait mal, je n'ai plus de vie sexuelle du coup, je n'ai plus tout ça, j'ai plus ça. Et donc là, c'est pareil, on va refaire les contours de la vie sexuelle pour réapprendre que d'abord, la sexualité, c'est de soi à soi, voilà. Et une fois qu'on a réussi à faire ça, eh ben, on comprend pourquoi j'avais tant besoin de m'imaginer ça dans mon imaginaire sexuel traumatique pour arriver à ressentir quelque chose. C'est vraiment ça, c'est aller dans des endroits que spontanément je n'aime pas, spontanément qui me font mal, mais si je n'y vais pas, je ne ressens rien. Et là, on revient à cette histoire de mémoire sur le qui-vive qui fait que tant qu'on n'est pas dans la violence, on a l'impression de pas être vivant. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, on leur fait faire des petits exercices de réappropriation de la mémoire des bonnes choses en leur faisant travailler 10 bons souvenirs d'enfance très difficiles et 10 petits plaisirs du quotidien. Et évidemment, toutes les personnes sans exception vont te dire petit plaisir du quotidien, le café du matin. Mais c'est pas même dans le fait de le boire, c'est dans le fait de le sentir. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre des sens, mais au sens de vraiment, comment dire? Un petit cadeau. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, ça passe par des états sans arrêt, mais plus le parcours avance, plus elles s'entendent entre elles, les personnes, et plus, en fait, elles vont faire le lien entre un comportement corporel, une émotion associée. Comment je peux faire partir l'émotion? Ah bah tiens, ça me fait venir un souvenir. Gna, gna, gna. En fait, tu vois, ça fait... Et c'est jamais l'un sans l'autre. Psychique, physique, émotionnel, ça peut pas être l'un sans l'autre, en fait. Si je t'ai bien suivi, on lève le rideau de la honte pour pouvoir aller travailler pour aller travailler le soi sous C'est toutes ça. ses facettes. C'est ça.
pour se réapproprier sa vie, pour se réapproprier son quotidien et pour pouvoir passer du mode survie au mode vie. C'est ça. Et c'est possible. Je tiens à le dire. Et nous, en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnant, en tant que proche ou simplement humain, on veut souvent bien faire pour accompagner ces personnes. On voit qu'elles peuvent être parfois dans le déni, toujours dans la honte, mais on ne sait pas toujours comment faire et comment accueillir cette parole qui peut être douloureuse et comment soutenir sans forcément projeter, sans donner des conseils qui sont parfois mal placés. Toi, quel conseil, parce que là pour le coup, je te le demande, donnerais-tu à quelqu'un qui veut aider sans en faire trop ou sans passer à côté? C'est compliqué comme question parce que effectivement, quand on a une certaine conscience de l'humain et qu'on voit nous vers quoi va la personne, on a très envie de lui montrer le chemin. Néanmoins, personne ne peut déplacer la pierre qui est sur son chemin à part soi. Si c'est fait par quelqu'un d'autre, l'apprentissage ne sert à rien, enfin il n'est pas là. Donc la première chose à faire, c'est avoir une écoute active. Toujours, ça de toute façon, enfin je veux dire, tout thérapeute doit avoir une écoute active, mais une écoute active, c'est-à-dire toujours avoir une écoute qui permet d'ouvrir quelque chose de plus loin. D'accord, tu me dis ça, mais du coup, si tu me dis ça, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Qu'est-ce que tu ressens quand tu me dis ça? Nous, on est beaucoup dans l'idée de dès que quelqu'un va poser quelque chose, on va lui demander ce qu'elle ressent à l'idée de poser cette chose. Qu'est-ce que ça lui a fait? Quel est l'impact sur son cœur? Est-ce qu'elle a ressenti quelque chose dans son corps? Ça, c'est vraiment sur le côté où on est vraiment dans le suivi. Évidemment, toujours dire à la personne que elle n'est pas seule et que, en l'occurrence, elle peut être comprise par un groupe. Ça, c'est très important. Et ne jamais minimiser son histoire. Parce que la plupart des personnes ne vont jamais te raconter l'entièreté. Elles vont te dire le haut de l'iceberg, quand bien même elles se souviennent de tout. Les personnes ne vont pas aller dans le détail. Il y a beaucoup de personnes qui te disent moi, je veux bien raconter, mais je suis obligée d'aller dans le détail. Ah mais non, tu me racontes exactement comme tu en as envie, ce que tu veux, et le temps qu'il te faut. Ne fais pas en fonction de moi, tu fais en fonction de toi. Moi, je ne suis pas là pour être juge, ni pour être choquée, pas choquée. Voilà. J'essaye de me dire, c'est son histoire, ça n'est pas la mienne. Je suis là pour l'accompagner dans le dépôt de son récit, mais ça ne m'appartient pas. Si c'est trop lourd, je conseille vivement d'avoir quelqu'un qui puisse être là, derrière, pour pouvoir récupérer la lourdeur de ce qu'on a entendu, parce que forcément qu'à un moment, une histoire va faire écho avec la nôtre, même si on n'est pas nous-mêmes personnes victimes. Il y a forcément des choses qui vont nous rappeler la nôtre, l'histoire. Toujours bien se rappeler que ce n'est pas mon histoire. Petite technique toute simple pour nous, les accompagnants, être toujours dans l'instant présent et ne pas se faire embarquer par l'histoire de l'autre. Moi, j'avais l'habitude avant de mettre un petit caillou dans ma chaussure, au sens littéral du terme. Comme ça, quand je sentais que ça partait un petit peu, en mettant un caillou, hop, je revenais immédiatement à moi et je pouvais revenir dans cette écoute active qui fait que je suis là, je ne juge pas, mais je ne prends pas. Ça ne m'appartient pas. Et de toute façon, la personne, elle va se servir de toi comme miroir. Donc si, par exemple, elle te dit « je suis très en colère », quand elle arrive à en arriver là, « je suis très en colère », etc., et que tu ne fais que valider, très bien, je te remercie de m'avoir parlé de ta colère. Si tu veux en parler, tu peux. Sinon, c'est OK, c'est-à-dire ne pas renchérir « pourquoi tu es en colère, et pourquoi ci, et pourquoi ça, machin ». Et ben en fait, tu ne fais juste que recevoir le dépôt, et puis c'est à la personne ou pas de décider si elle veut t'en parler. Et le fait de la rendre responsable de ce qu'elle va te dire ou pas, ça l'aide à traverser son chemin, si tu veux. Je sais pas si j'ai répondu à ta question correctement. Le grand conseil, moi en t'écoutant, qu'on pourrait donner aux personnes, alors les thérapeutes a priori sont censés être formés à ce genre de relations. Je vais plutôt me placer du point de vue des individus, tu vois, de personnes dont ce Oui, serait pas le d'accord. Des métier, qui proches. rencontrent quelqu'un, des Ah oui. proches. Ce que j'entends dans ton discours, c'est finalement, il y a déjà de l'empathie.
On se met au Mmh. niveau de la personne et on essaye de pas juger. En tant qu'être humain, on va forcément à un moment donné avoir des pensées jugeantes, c'est bien normal. C'est Mais on normal. revient à soi. Ton exemple du caillou est quand même pas mal. Je reviens dans l'ici et le maintenant. Ce n'est pas mon histoire. J'essaye de pas juger tant que possible. Je vais reformuler ce que me dit la personne pour rester dans une écoute active. Reformuler, ça veut dire ne pas poser typiquement des questions qui pourraient satisfaire notre curiosité. En tant Absolument. qu'individu, parfois, on veut connaître l'histoire, mais qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'est-ce... En fait, on s'en fiche. Et c'est un peu le principe dans une thérapie. Dans une thérapie, je reçois ce que la personne me dit. Oui, il y a des informations que je serais curieuse d'avoir, puisqu'en tant qu'être humain, j'ai envie de connaître les tenants et les aboutissants de l'histoire, mais c'est en aucun cas ma place et ces informations ne sont pas intéressantes dans la thérapie. Il se passe la même chose finalement dans une relation entre individus voilà, qui ne sont pas dans une relation thérapeutique. Donc, si je comprends bien, c'est poser des questions, être dans une écoute active, mais des questions qui sont ouvertes, qui ne nourrissent Absolument. pas notre curiosité, mais qui vont nourrir la personne qui est en face de nous et qui vont lui donner ou pas l'espace de s'exprimer. Oui, et puis ça me fait penser au fait de aussi être soi-même, totalement honnête. C'est-à-dire, s'autoriser à dire: «Je ne sais pas comment t'aider. Je ne sais pas ce que Mmh. je peux faire pour toi. Peut-être as-tu besoin juste que je sois là pour écouter ou simplement une présence, mais je ne me sens pas en capacité de t'accompagner. En revanche, je peux t'aider à trouver quelqu'un qui peut Mmh. t'accompagner». En fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand elles se retrouvent face à un récit comme ça, vont se dire: «Ah, si elle se confie à moi, c'est qu'il faut que je l'aide». Mmh. Mais aider, c'est pas forcément, Donner heu, des conseils. c'est surtout pas donner des conseils et puis c'est surtout pas, aller chercher un thérapeute à la place de la personne. Enfin ça, c'est vraiment typiquement ce qu'il faut jamais faire. On dit toujours que, d'un travail sur soi, c'est déjà de prendre rendez-vous soi-même avec un thérapeute et que prendre rendez-vous, la première fois, c'est déjà 50 du job. Si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, il Ça y a fonctionne pas. 50 qui sont pas faits. Voilà, exactement. Et en l'occurrence, je pense que c'est très important pour pour l'aidant, pour la personne de la famille ou pour le conjoint, conjointe, ami, peu importe, hein, parce qu'on est vraiment sur ce sujet-là, hein, de ce que je comprends. C'est, d'admettre sa position de, «Je ne sais pas et je ne suis pas en capacité de t'aider. Ma seule capacité, c'est d'être à côté de toi si tu me le demandes». Ne pas non plus être là, toujours à côté parce que le récit a été donné et du coup, en fait, avoir l'impression que la personne a tout le temps besoin d'avoir une présence. C'est-à-dire il faut vraiment faire ça avec des touches très délicates et ne pas hésiter à demander à la personne qui a déposé le récit: «De quoi aurais-tu besoin? Qu'est-ce que moi je peux t'apporter?» Parce que c'est aussi un moyen de permettre à la personne victime de s'exprimer réellement sur son besoin vis-à-vis de chaque personne, qui va pas être le même besoin en fonction de chaque personne, mais peut-être que vis-à-vis d'un conjoint, par exemple, ça peut être: «Écoute, voilà, maintenant que je viens de te déposer ça, je sais que tu ne comprends pas tout et je sais que tu n'es pas en capacité de m'accompagner parce que ça n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est d'être mon conjoint ou ma conjointe. Mais peut-être qu'à l'avenir, si je te demande de me faire un câlin, eh ben, je te demande de me le faire de telle manière. Ne te pose pas de questions. Fais-le juste parce que, en fait, j'ai pas forcément moi les réponses, mais en tout cas, j'ai besoin d'avoir un contact avec toi, même si c'est juste front contre front ou je sais pas, épaule contre épaule, j'en sais rien. Accepte-le comme ça parce que c'est le plus que je puisse faire sur le moment. Voilà, c'est à mon sens laisser la personne qui exprime son récit presque nous guider sur ce qu'on peut faire, mais elle peut pas nous guider si on lui dit pas, avec beaucoup de franchise et d'honnêteté: «Je ne sais pas quoi faire, peux-tu m'aider?» Et puis évidemment, il y a «Tu n'es pas seul», proposer si c'est dans l'urgence, proposer les numéros d'urgence et cetera. Bien évidemment qu'il y a tout ça. Mais plutôt du côté des aidants qui sont simplement l'entourage et dont leur rôle n'est certainement pas d'accompagner dans le soin, la présence est essentielle, mais à la mesure de ce que la personne qui raconte le récit, heu, accepte. Le Ça peut souhaite. pas être trop. Donc si
J'ai bien compris. Finalement, le grand conseil que tu donnerais, c'est d'éviter toutes les maladresses, de prendre à bras le corps Oui. la situation de la personne parce qu'on a envie qu'elle s'en sorte, parce qu'on a envie de l'aider. La meilleure façon de l'aider, c'est de finalement se mettre à son niveau de manière horizontale, d'entendre son besoin, d'exprimer aussi ses émotions à soi. J'ai l'impression qu'en ce moment, ça va pas. Je suis démunie face à tes comportements. Il y a tout un faisceau d'indices qui me laissent dire que ça va pas. Si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'en parler, je suis là. Alors, petit conseil parce en entendant parler, en t'entendant parler, éviter de trop dire le poids de l'histoire sur soi en tant Mmh. que proche. Parce que du coup, inconsciemment, ça va faire culpabiliser la personne victime qui va se dire: «Merde, à cause de ce que je lui ai raconté, donc encore une fois à cause de moi, Mmh. ça crée quelque chose». Voilà. Donc ne pas Ah, j'ai trop bien dire, fait de reformuler. Alors comment on fait? complètement. Et bien concrètement, c'est proposer de l'aide, dire: «Guide-moi si tu as besoin de mon aide». Effectivement, c'est une très jolie image de dire qu'on se met à l'horizontale. Voilà. De montrer qu'on est présent, de montrer qu'on écoute et qu'on n'est pas dans le jugement, c'est-à-dire ne pas diriger les questions, ne pas chercher à avoir, des détails, ne pas voilà, dire simplement: «Si tu as besoin de moi, je suis à côté. Je ne suis pas capable de t'accompagner sur, la route d'une rémission parce que je ne suis pas formée, ce n'est pas mon métier, ce n'est pas tout ça, mais si tu as besoin de mon aide pour quoi que ce soit et que je suis en capacité de répondre à cette aide-là, je le ferai de bon cœur. En revanche, effectivement, ne pas, dire: «Bah, je suis bien démunie, ça m'a angoissée, Mmh. mince, ton histoire elle est lourde, oh là 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 là». Là, pour le coup, ça va immédiatement remettre la personne victime dans une culpabilité De et faire la cu souffrir une autre personne. exactement et puis surtout d'avoir la posture de, encore une espèce de chose bizarre, qui a subi des choses bizarres que mon conscient ne peut pas du tout comprendre et que, du coup, je vais commencer à regarder différemment tout en essayant de l'aider et cetera. Autre conseil très Mmh. important, une personne victime est avant tout une personne. On ne la regarde pas différemment. C'est une personne, elle a toujours envie de manger du pain ou pas de pain, elle a toujours envie de boire un verre ou pas de verre, elle a toujours envie de rigoler ou de danser ou de pleurer. C'est un être humain. Ça n'est pas un truc figé qui a vécu des atrocités et qui n'est qu'une atrocité. C'est une personne. Alors, essayez de ne pas changer votre manière de lui parler. Et ça me fait penser, j'ai fait une formation avec des personnes qui travaillent auprès des auteurs. Le SPIP, le DPIP, les condamnés et les détenus, bref. Et il y a un directeur qui vient me voir en me disant: «Bah, voilà, en fait, je viens vous voir parce que, je suis très ennuyé. Dans notre métier, on est obligé de temps en temps de contacter des victimes et on ne sait pas comment leur parler». Et je leur ai dit: «Bah, parlez-leur comme vous me parlez là, normalement». Parce qu'en fait, ces personnes, elles attendent qu'une chose, c'est faire partie d'un tout. Plus vous allez leur parler avec des pincettes et vous allez leur parler en essayant de faire attention à tout et de pas lui la blesser, machin chouette et tout ça, bah, plus vous allez la mettre à l'extérieur du groupe, alors qu'elles font tout pour rentrer dans un groupe. Parlez-leur normalement, regardez-leur normalement, regardez-les normalement. Donc être là, dire: «Si tu as besoin de moi, je suis à côté de toi», mais ne jamais, c'est difficile, hein, de la part des aidants, ne jamais transformer son comportement qu'on avait avant. Compliqué. Et si tu pouvais justement t'adresser à celles et ceux qui nous écoutent et qui mangent pour survivre, qui tentent d'éteindre ce fameux incendie dont on parlait, ce fameux incendie à chaque bouchée, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire là, maintenant? Je vais leur dire une phrase qu'on entend vachement sur les réseaux et je suis sûre que ma fille va se marrer si elle écoute ça, c'est OK. C'est OK. Et je le répéterai encore une fois, c'est OK. Tu fais ce que tu peux au moment où tu le fais, en fait. Donc si à ce moment-là, tu as besoin d'avoir ce comportement avec l'alimentation, mais je peux partir dans d'autres sujets qui sont pas le thème du jour, d'autres comportement dysfonctionnant. Mais j'aime même pas ce mot dysfonctionnant parce qu'en fait, il est fonctionnant à un moment où Mmh. c'est nécessaire. Donc en fait, là encore, Il le nous mot est génère de la important. souffrance. Fais-le jusqu'à ce que tu aies plus besoin de le faire. En réalité, et c'est bon, il n'y a pas d'approbation à avoir de la part du thérapeute ou pas, mais inconsciemment, j'aimerais qu'elle comprenne ça, la personne. C'est si tu le fais, c'est qu'à un moment donné, tu en as besoin. Et ça ne dure pas. Parce que si tu
accepte ce pourquoi tu le fais. Et surtout, parfois même que tu as la chance de pouvoir comprendre pourquoi tu le fais, ça va s'arrêter ou ça va diminuer. C'est un état d'être qui ne dure pas dans le temps et ça va s'arrêter. Fais confiance en ta capacité à trouver des ressources. Ça en fait partie pendant un temps, ce comportement alimentaire, à trouver des ressources différentes parce que tu as encore fait un pas sur ton chemin et que cette alimentation que tu vis comme ça, elle peut être remplacée par autre chose. Peut-être qu'un jour, tu vas te mettre à peindre à la place de la nourriture et que cette peinture, elle va être excessive à un moment donné. Tu vas peindre pendant des jours et des jours à dormir 2 heures par nuit parce que tu auras besoin d'y aller pour exprimer encore différemment. Et puis petit à petit, tous ces comportements-là vont s'atténuer parce que plus tu l'auras laissé sortir, cette expression, et plus tu pourras être libéré. En gros, il y a une phrase qu'on dit énormément dans l'association, qui est un credo chez moi, c'est « tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps ». Tout comportement corporel d'urgence, le petit pompier qui éteint le feu d'urgence, est là pour exprimer quelque chose que l'on n'arrive pas à verbaliser. Cette verbalisation, avant d'en arriver à une verbalisation, elle passe par des états. Voilà. Donc, si à un moment donné, tu vis ça avec l'alimentation, c'est OK. C'est passager. C'est passager. Je sais pas ce que t'en penses sur le côté passager, mais voilà. Pour moi, c'est quelque chose, quand t'as traduit, ça peut se remplacer par autre chose. Ouais, je suis complètement d'accord et par contre, je l'exprimerai différemment ça peut se remplacer par autre chose si c'est la façon qu'on va utiliser pour exprimer ce qu'on ressent. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, ce soit pas remplacé par quelque chose, que ce soit pas Bien une sûr. stratégie de remplacement. C'est finalement, à un moment donné, je vais plus en avoir besoin parce que je vais vivre mon émotion, je vais laisser Bien évidemment. la place à l'expression. Et que quand cette expression, elle sera terminée, il y aura toujours, comme tu le disais tout à l'heure, une empreinte parce que je sais plus exactement comment tu l'as verbalisé, mais on ne guérit pas des violences. Peut-être qu'on se reconstruit différemment et il y aura plus à ce moment-là besoin de cette stratégie d'adaptation qui est la nourriture. Ou si la nourriture fait partie de notre vie, l'alimentation émotionnelle fait partie de notre vie, c'est une alimentation émotionnelle qui va être aidante parce que aujourd'hui je suis fatiguée, parce que je suis triste, parce que j'ai des réminiscences de ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, ça m'aide de manger une demi-tablette de chocolat et ce n'est pas un problème, c'est finalement une bonne béquille. Donc si je t'en sens bien, c'est ce qu'on pourrait dire aux personnes qui nous écoutent et qui se sentent concernées et qui utilisent la nourriture pour s'apaiser, eh bien c'est un passage. C'est aujourd'hui pour vous une stratégie de survie. Attention de ne pas entendre cette validation comme une croyance permissive. C'est pas pour vous souhaitable sur le long terme si ça génère de la souffrance derrière. C'est en tout cas passager et on peut tout à fait s'en sortir et ça va s'estomper naturellement. Absolument. Et je rebondis encore sur ce terme de passager en disant le passager pour quelqu'un n'est pas le même que le passager pour l'autre. C'est-à-dire que la temporalité n'est pas la même du tout. Ça peut durer des années. Et c'est OK, encore une fois. Voilà. Et effectivement, tu as raison dans le fait qu'à un moment, il n'y en aura plus besoin. Ça peut être provisoirement remplacé par autre chose parce qu'on n'a plus besoin de la nourriture, on a besoin d'autre chose. Et puis, au bout d'un moment, il y en aura plus besoin du tout. Et la rémission, ce que j'appelle la rémission, pas la résilience, parce que c'est très lourd de sens, la résilience. La rémission, dans le cadre des violences et violences sexuelles, c'est l'idée de se dire, il reste des cicatrices. Il y a des plaies qui resteront ouvertes toujours. D'autres qui cicatriseront un peu bien, un peu mal. La rémission, c'est, je sais que j'ai ça, encore. Je l'accepte, parce que c'est comme ça. Je peux pas tout refermer. Mais je suis capable maintenant de ne plus aller vers ça. Je suis capable de ne plus aller vers cette plaie-là. Elle ne m'appelle plus parce que c'est plus elle qui me contrôle. Voilà. C'est vraiment ça la rémission. Et en fait, quand on en arrive à ça, ça peut être un comportement physique, ça peut être un comportement alimentaire, etc., qui fait que ça pallie quelque chose, évidemment. Quand on en arrive à ne plus aller vers ce comportement-là, parce qu'on l'a intégré, compris, validé, qu'on a compris l'utilité, là, on est vraiment sur sa rémission. La rémission, c'est vraiment de comprendre qu'on ne pourra pas
tout nettoyer. Mmh. Voilà. Et les états petit à petit dysfonctionnants vont s'apaiser parce qu'on n'en aura plus besoin pour comprendre pourquoi on est dans cet état-là. En fait, ça fait vraiment une Bien espèce de sûr. de Mmh. de boule qui petit à petit va faire pouf, voilà. Mmh. C'est pas magique, c'est long, ça fait mal, Et c'est possible. mais c'est largement possible. Et je crois que ce que tu nous as rappelé aujourd'hui, Raphaël, c'est que on mange pas trop ou on mange pas mal par hasard. On mange souvent pour survivre, on l'a beaucoup dit, pour tenir debout quand tout vacille, pour garder le silence même quand les mots ne suffisent plus. Et il y a derrière chaque pulsion, chaque compulsion, chaque refuge alimentaire, une histoire qui demande à être écoutée avec justesse. Et parfois, ce sont des violences qui sont identifiées, parfois ce sont des blessures qui sont enfouies sous des années de silence. Et dans tous les cas, ce qu'on mérite, c'est qu'on nous parle avec respect, qu'on nous regarde avec douceur et qu'on nous accueille avec justesse. Alors si cet épisode vous a touché, si vous pensez qu'il peut faire écho à quelqu'un, eh bien n'hésitez pas à le partager, parce que c'est comme ça, je crois, qu'on fait bouger les lignes, Mmh. qu'on plante des graines et qu'on ouvre des conversations là où avant il y avait du silence. Alors Raphaël, je te remercie sincèrement pour ta présence et pour celles et ceux qui souhaitent continuer la conversation avec toi, eh bien où est-ce que je peux les rediriger? Tu peux les rediriger immédiatement sur l'Instagram de l'association. Il y a une équipe derrière de personnes extraordinaires qui font le pont entre les réseaux et l'association. De là, elles peuvent vous conseiller de prendre un rendez-vous téléphonique via le lien Calendly de l'asso. Vous pouvez aussi passer par mail, c'est très simple, associationallegria@gmail.com. On vous recontacte dans les 24-48 heures. Soit on vous accompagne ensuite en parcours, soit le parcours en groupe, c'est pas fait pour vous. Et là, on travaille avec plein de personnes différentes qui peuvent potentiellement vous accompagner selon vos besoins et toujours, toujours dans la bienveillance, jamais dans le jugement. Et comme on dit tout le temps, ensemble, quoi qu'il arrive. Merci Raphaël et je mettrai tous ces liens dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Julie, d'avoir permis cet épisode et ce lien entre l'alimentation et les conséquences traumatiques. C'est avec grand plaisir, je crois que c'était nécessaire. Et ne partez pas tout de suite, j'ai quelque chose d'important à vous demander. Si cet épisode vous a plu, notez-le ou suivez-le sur votre plateforme d'écoute. C'est rapide, c'est simple et moi, ça va m'aider à continuer de créer du contenu qui vous parle. Et n'oubliez pas de le partager à vos proches ou sur les réseaux sociaux pour le faire vivre. Merci d'avance pour votre contribution et à très vite dans En cas de tracas.